de quelle façon on consomme. Hein. C'est vraiment un thème que vous nous remontez, qu'on consomme, on va dire, un prix, un terroir, est-ce qu'on consomme une façon de faire. Ce terme d'écologie. Alors, M. Duet, vous qui en plus enseignez des thèmes comme l'éthique en université, l'écologie, quand est-ce qu'on met ça en avant? Ça date de la nuit des temps, c'est très récent. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Il a fallu quand même une prise de conscience. Souvent, on date en 1972, ce qu'on appelle le rapport du Club de Rome. On se dit, voilà, on surutilise la terre beaucoup trop. Alors c'est vrai que les agriculteurs sont les premiers concernés, c'est eux qui nous nourrissent en grande partie, quand même pas un chiffre anodin, 80% des terres en France sont ou entretenues ou cultivées par les agriculteurs. Je vais laisser notre expert de ce soir en parler, mais c'est sûr que c'est un élément important. Il y a des nappes phréatiques, parfois on pollue avec des nitrates, mais c'est beaucoup plus large que ça. Évidemment, l'écologie, c'est aussi nos problèmes de respiration à cause des rejets de CO2 dans l'atmosphère et d'autres choses. Et ça s'accélère dans les années un peu, on va dire oui, 80, c'est ça? on parle même chez certains spécialistes de changement d'ère. Oui. On serait rentré dans une ère depuis une trentaine d'années où l'être humain a tel impact sur la nature qu'on aurait carrément changé d'ère au sens de la vie de la Terre. C'est dire que les impacts sont importants. Puis on a vu cet été des chaleurs assez faramineuses, en tout cas chez nous, là, dans le Nord, qui étaient quand même inhabituelles. En dégustant un fromage, tu me parlais qu'un hectare pour de l'élevage, c'était pas simple. Il faut savoir que, dans l'exemple de la vache, il faut énormément de surface pour une vache pour toute une saison estivale. Pour faire, on appelle du pâturage tournant. Donc là, souvent, c'est l'agriculture raisonnée qui utilise ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que autant de jours, donc on va parler de 5 jours, les vaches vont changer de terre. Déjà parce que de 1, l'herbe, elle n'est pas éternelle sur une pâture. Donc il faut qu'elle reprenne vie, donc il faut la laisser au repos. Et les bêtes, elles vont marcher, tasser les sols. Donc l'agriculture a besoin d'énormément de terre et malheureusement aujourd'hui, c'est limite pas assez. Tout ce qui est de la banlieue lilloise et tout ça, on revient il y a 20 ans en arrière, c'était des champs. Aujourd'hui, c'est des immeubles, c'est des bureaux. Pour l'anecdote, quand j'ai chez mes grands-parents il y a 15 ans, c'était des champs. Aujourd'hui, sur la même route, c'est que des immeubles. Sur 5 km alors qu'avant c'était complètement désert. Tu vois la transformation de paysage et tu as après Moi j'ai 23 ans. 23 ans. Finalement, c'est l'action de l'homme qui transforme à ce point l'environnement. On a un impact qui est tel qu'on transforme la planète. Enfin, c'est acté ou vous sentez que la nature est encore puissante? Sûr qu'il y a un impact. Mais les animaux aussi ont un impact. On a même parlé à un moment donné des bousses de vaches qui pouvaient avoir un impact. Tout a un impact, forcément, mais c'est le mode de vie aujourd'hui. On change un peu, on essaye de moins utiliser de nitrates. On recycle quelquefois des déchets pour les épandre. On fait des efforts importants. Aujourd'hui, pour valoriser la déjection animale, il y a ce qu'on appelle l'échange paille-fumier entre céréaliers et éleveurs. Pour valoriser les deux. Le céréalier, quand il va faire sa moisson, il va avoir de la paille. Lui, s'il n'y a pas de bête, la paille, ça va pas lui servir. À l'inverse, l'éleveur, qui n'a pas de culture, eux vont avoir beaucoup de ce qu'on appelle fumier, lisier. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que entre cultivateurs et éleveurs, ils font un échange paille-fumier. Donc, l'éleveur va donner son fumier au céréalier, au cultivateur, et le cultivateur va donner la paille à l'éleveur pour faire les litières des animaux. Pour le coup, c'est malin. Quand on a une affaire, il faut la faire vivre. Est-ce que l'écologie est possible? Enfin, pardon du mot, mais est-ce que c'est juste une tendance? Est-ce que il faut avoir des positions très fermes? Au contraire, il faut prendre les choses avec beaucoup de souplesse et de recul. Au niveau de l'agriculture, je parlais de l'agriculture raisonnée, il existe deux autres types d'agriculture. C'est l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. L'agriculture raisonnée, c'est entre les deux. L'agriculture conventionnelle, c'est celui qui va vouloir avoir un maximum de production. L'agriculture biologique, c'est celui qui va avoir le moins d'impact au niveau de l'écologie, que ce soit des sols, au niveau des animaux. Et l'agriculture raisonnée, ça va être entre les deux. Après, voilà, ça reste un choix, mais allier productivité et agriculture biologique, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Mais c'est ce qui est possible, comme je disais, ça dépend des terres, parce qu'on a différentes terres, on va avoir de l'argile, on va avoir du sable,
Et suivant les sols, il va y avoir des sols plus ou moins fertilisants. Il faut réussir à accompagner le rendement de productivité d'un côté et Voilà. avoir un impact qui touche le moins la nature. En fait, c'est ça l'objectif de demain. Je pense que vous venez d'évoquer ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc ça s'adapte à l'agriculture, à l'industrie, même aux services, aux bâtiments, voilà. Et tout le monde, je trouve que c'est positif, essaye de jouer ce jeu-là, de réduire notre impact. Je pense que je me méfie toujours des positions extrêmes qui consistent à dire on arrête tout et on revient à une agriculture du Moyen-Âge pour quand même nourrir la population. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai aussi dans les autres secteurs. Donc, effectivement, se dire qu'il y a un impact, on a moyen de le maîtriser. Voilà, c'est quelque chose qu'on va faire probablement dans les 20 ou 30 années à venir. Sachant que les agriculteurs, pour la nappe phréatique, sont entre guillemets, les premiers pollueurs, mais pas pour le reste. Hein. Dans les rejets de CO2, il y a quand même beaucoup, nous, avec nos voitures, et le transport en général. Hein. Ouais, bah voilà, le transport, la majorité des citoyens demandent de moins importer. Ça veut dire plus produire sur nos terres. On ne peut pas demander à un agriculteur de produire plus avec, comme vous disiez tout à l'heure, du matériel du Moyen-Âge. L'agriculture biologique, il ne faut pas se leurrer, ne peut pas être 100% biologique. Rien que sur le départ, le matin, l'agriculteur il démarre son tracteur. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais on ne peut pas être 100% écologique. Il n'y a pas que dans l'agriculture. Un informaticien qui doit aller dépanner un client, c'est pareil, il va allumer sa voiture. Au mieux sa voiture électrique. Tu as raison, parce que finalement, il suffit de regarder nos téléphones, il y a des minerais rares qui viennent de bien d'autres endroits de la planète, qui sont des fois extraits avec des conditions qui sont tout à fait moyennes. Qui posent des problèmes aussi de solidarité avec d'autres populations. On peut aussi quelquefois exporter ces déchets. Il y a des pays qui font ça. Ou justement dire, on a des ressources naturelles chez nous, on les exploite pas, on laisse d'autres pays faire des trous dans leur sol, et des problèmes aussi d'extraction avec des populations, c'est des métiers durs. Je défends cette idée qu'on ne peut pas traiter l'écologie toute seule. C'est un élément, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Là-dessus, quand on parle d'écologie, on a souvent tendance à mettre en aube le bio de ce qui est pas bio, de mettre des corps de métier qui peuvent être plus impactants que d'autres. Aujourd'hui, est-ce que l'individu prend des décisions qui sont d'abord pour lui et pour les autres avant d'attendre des organismes? Il y a de tout. L'exemple que tu évoquais tout à l'heure, d'un partage raisonné, d'un recyclage, donc ça part du bas, ça. Dans l'agriculture, comme ailleurs d'ailleurs. On parle aussi du vintage dans le textile, pour les vêtements. Enfin, il y a plein d'exemples aujourd'hui qui ne sont pas, je laisse le gros mot, greenwashing, c'est-à-dire on a une réclamation de plus en plus vers une écologie authentique, mais pas extrémiste. C'est pas possible. Ouais. On est présent, rien que le fait d'être présent sur Terre depuis 400 millions, pas 400 000 années, un peu plus. Si on rajoute les 20 derniers siècles, on a forcément pollué, on a utilisé la nature. Sans doute, les cow-boys aux États-Unis ont mis fin aux bisons. Tout le monde l'a fait, c'est dommage. L'aspect raisonné ou autre, c'est important aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience par le bas. Après, il y a des irréductibles gaulois, ou comme je le dis dans mon bouquin, ils ne sont pas prêts à faire certaines choses. Ils aimeraient bien qu'on fasse, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Parce que ça exige notamment la question économique. L'agriculteur, il faut bien qu'il vive, il faut bien qu'il nous nourrisse. Donc, à un moment donné, on se heurte à ça. Oui, mais nous aussi, quelque part, parce sûr. que finalement, aujourd'hui, là, sur ce plateau-là, j'ai quelque chose qui est peut-être moins cher sur un prix d'enseigne basique. Là, j'ai peut-être quelque chose qui peut être extrêmement bon et peut-être pas trop cher parce que c'est de l'artisanal, ou alors qui soit beaucoup plus cher parce que c'est du bio, ou pas forcément. Est-ce que je peux, moi, faire un choix éthique dans mes achats et jusqu'à quel point? L'alimentation, c'est vrai qu'on essaie de faire attention. On va essayer de cibler les aliments, mais un repas à 2 personnes, on peut peut-être un peu plus se faire plaisir. Mais à l'inverse, demain, on va créer un événement et avoir 150 personnes. Si on a la possibilité, on va choisir le morceau de viande qui vient de la boucherie. Après, peut-être on est dans l'obligation de choisir le morceau un peu inférieur. C'est ça. Donc là, il y a un budget
un budget qui quelque part est à respecter et puis en même temps une volonté d'aller vers quelque chose qui soit bien. Et du coup, moi je me pose la question, j'arrive pas à le faire moi personnellement, mais réussir à se dire même manger moins en quantité et quelque part mieux en qualité, c'est possible ça? Parce que quand on a par exemple des enfants, ça la mange vite la tablette de chocolat. Hein. Certainement que si on regardait ce qu'on appelle les budgets consommation des ménages, il y a 40 ou 50 ans, la part qui était consacrée à la consommation, elle était beaucoup plus importante. Alors c'était lié aussi qu'il n'y avait pas une baisse des prix, du steak haché, de ce qu'on veut, mais aussi peut-être une baisse de qualité, c'est sûr et certain. De la viande, moi j'ai vu mon boucher faire le steak haché devant moi quand j'avais 15 ou 16 ans. Il n'y avait pas de grande surface, Oui. ça laisse rêveur quand même. Hein. Ça Ah. n'existait pas. Donc voilà, on allait au marché, le lait on l'achetait chez l'agriculteur. Voilà, donc évidemment maintenant c'est en pack UHT, etc. Ouais. Donc il y a tout un tas de phénomènes. Certainement qu'il va falloir réaffecter des choses à l'alimentation si c'est très très important et donc substituer d'autres choses qui peut-être sont moins utiles. Ah, puis au niveau de l'alimentation, je pense qu'il y a un avant-guerre et un après-guerre. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale surtout, il a fallu tout remettre en route. Il n'y avait plus rien. Demander aux agriculteurs de charbonner, de produire. Ils avaient entre guillemets carte blanche pour vraiment produire un maximum. Derrière sont arrivées les grandes surfaces. Mais c'est ce qui a été mis en place aussi pour aller jusqu'au magasin, de la campagne jusqu'à la ville, des autobus simplement pour aller au magasin. Donc du coup, ça facilite. On a tout à un seul endroit, alors qu'avant, il fallait faire 3 km pour aller chercher son lait, 6 km pour aller chercher sa viande. Donc voilà. Les Biocop, c'est des vrais filtres. Je pense qu'il y a un peu un effet de mode. Il y en a qui ont toujours été pointueux là-dessus et puis ça les facilite. Ils regardent vraiment à la traçabilité du produit et tout. Mais on voit beaucoup d'influenceurs qui vont s'amuser à prendre des photos dans les magasins bio et tout ça en disant j'achète du bio, je suis bio, mais comme on disait tout à l'heure, la vidéo il l'a pris avec son téléphone. Quoi. Je pense qu'il y a deux types de consommateurs. Il y en a qui ont toujours été et il y en a qui toute leur vie, ils ont été bio sans forcément aller dans le magasin. Celui qui a un potager, qui fait ses volailles. Moi, j'ai un voisin, par exemple, ça fait 80 ans qu'ils sont dans le potager. Quoi. Ils vivent qu'avec ça. J'ai eu la discussion avec elle. Ils vont très rarement faire des courses. Pour avancer doucement vers la fin de ce sujet, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Encore une fois, essayer de ne pas céder aux modes et d'associer la solidarité, le vivre ensemble. Ça, c'est ce que le pape François appelle l'écologie intégrale. Hein, ça me semble absolument fondamental. On ne peut pas mener un sans l'autre. Mais c'est compliqué, en tout cas. Mais c'est un super défi, moi je trouve. On vous invite à prendre une petite pause parce que nous, c'est ce qu'on va faire. Prochain thème, la charité avec une nouvelle invitée. Jean, merci pour ta présence. Merci à vous de m'avoir accueilli.